Bonjour Christopher Dembick. Bonjour. Vous êtes économiste chez Saxo Bank et je vous reçois aujourd'hui pour tenter de voir un petit peu ce qui va se passer en 2016. Quels sont vos scénarios sur l'économie mondiale? Alors je vais rappeler simplement en préambule que l'OCDE par exemple, mais pas seulement l'OCDE, a révisé ses prévisions à la baisse, 3,8% contre 4,3% pour 2016. Je rappelle aussi cette citation de Christine Lagarde, la directrice générale du FMI. Nous sommes dans un processus de reprise mais qui décélère. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'effectivement en 2016 on peut assister à un basculement dans la récession de l'économie mondiale et si oui, quel pourrait en être l'élément déclencheur? Le risque est effectivement très accentué. Si on constate un peu globalement, dans tous les pays, on a des éléments, soit déjà des pays qui sont en récession, soit des éléments qui corroborent cet aspect récession. Par exemple, aux États-Unis, il y a quelques indicateurs avancés, par exemple les commandes de biens durables, qui sont observés de près. On le voit, c'est un indicateur qui semble corroborer l'idée qu'il y a un risque très élevé de récession. Qu'est-ce qui pourrait déclencher? Aujourd'hui, on le sait que globalement, l'économie mondiale, elle tient simplement à la planche de liquidité, donc au fait que les banques centrales ont un positionnement accommodant. On a un rendez-vous bientôt, le 17 décembre. On aura donc la Banque centrale américaine qui, théoriquement, on peut toujours avoir une surprise, devrait augmenter les taux. Oui. La question, c'est de savoir quel sera le rythme, s'il y a lieu, d'appréciation des taux. Et tout l'enjeu est de savoir surtout comment les marchés vont réagir à cela. Si on a un rythme d'appréciation des taux trop important, on a le risque d'avoir une crise financière assez rapidement. Donc il y a vraiment un enjeu important et de mon point de vue, le vrai élément déclencheur, ça va être la politique monétaire. Alors on va reparler de la politique monétaire, mais avant je voudrais revenir sur une phrase que j'ai trouvée dans l'un de vos derniers papiers. Vous dites que l'absence de purge réelle du système financier de 2008 peut expliquer la fragilité de la reprise. Est-ce qu'il faut en déduire qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise des subprimes, autrement dit qu'il y aurait des actifs toxiques dans les bilans des banques que personne ne verrait aujourd'hui? Il y a effectivement des actifs toxiques dans les bilans des banques, c'est incontestable. Le problème, c'est que c'est très difficile à mesurer parce qu'ils sont très souvent sortis des bilans des banques. Ils sont dans le shadow banking. On est dans le shadow banking. Complètement. Et on a pour habitude effectivement de se focaliser sur le fameux shadow banking chinois qui serait un risque extrêmement important. L'idée n'est pas de le négliger aujourd'hui, mais simplement de dire qu'au niveau européen, au niveau américain, c'est beaucoup plus important en termes notionnels et surtout personne n'est en mesure de savoir quel sera l'impact. Il suffit simplement qu'on ait quelques banques en difficulté, par exemple l'union bancaire qui est prévue en zone euro peut au maximum sauver 3 banques régionales, par exemple les banques régionales allemandes qui ont quelques difficultés, mais on sait qu'une grande banque type systémique, donc une banque systémique type BNP Paribas, voire Société Générale, ne peut pas être sauvée par l'union bancaire. Donc non seulement il y a des actifs toxiques, dont on n'arrive pas à mesurer exactement l'ampleur, et surtout, on n'a pas mis encore en place les outils pour éventuellement sauver les banques ou éventuellement accepter qu'elles doivent faire faillite. Il y a aussi cet enjeu-là. Mais j'ai envie de vous demander, aux États-Unis, est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières? Est-ce que c'est cela qui pourrait expliquer que la Fed repousse sans cesse le retour, la normalisation de ces taux? La Fed a clairement conscience qu'il y a eu des excès au niveau de la finance du fait des taux extrêmement bas et aussi de la planche à billets qui n'a cessé de fonctionner. Au niveau des grandes banques américaines, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a eu un effort d'assainissement probablement beaucoup plus important qu'en Europe, tout simplement parce que les actifs étaient bien présents, étaient bien décelés et aussi les régulateurs ont fait des efforts extrêmement importants. Donc je ne serais pas spécialement très pessimiste sur la santé du système bancaire américain. Au niveau des banques systémiques, on peut être assez confiant, mais on l'a vu, AIG par exemple, l'exemple en 2008, tout le monde était assez confiant et s'est rendu compte que le bilan n'était pas si sain que cela. Donc il faut être très prudent avec le système bancaire aujourd'hui parce que dans une banque, il y a très peu de personnes qui comprennent au final l'intégrité des produits qui sont proposés. Mais vous l'avez rappelé, il y a un rendez-vous important qui se profile le 17 décembre. La Fed a déjà repoussé de nombreuses fois ce relèvement des taux. Vous pensez vraiment que cette phase de normalisation, elle peut arriver dès 2016 ? Alors, à titre personnel, je pense que ce serait nécessaire. Objectivement, je ne vois pas du tout comment la Fed peut remonter sensiblement les taux. Il y a eu déjà, elle a certainement perdu l'opportunité de le faire en septembre parce qu'on avait depuis juin, juillet des taux des marchés qui étaient plutôt en bonne position, qui avaient accepté le relèvement des taux, des indicateurs économiques qui n'étaient pas très mauvais. Là, on voit qu'il y a une dégradation. Donc, la logique d'augmenter les taux en période de dégradation de la conjoncture n'est pas quand même là. Donc, il y a un risque qu'on se dirige au final vers une politique accommodante dont on ne pourra pas sortir, comme au Japon. On ne sait pas faire finalement, sortir d'une politique accommodante. On ne sait pas le faire, tout simplement parce que,
il n'y a pas d'expérience concluante, le Japon n'en est pas une, et deux, les banques centrales n'ont pas les outils nécessaires à l'heure actuelle, parce que c'est très dur à modéliser, pour comprendre exactement l'impact d'une politique de bilan, donc rachat d'actifs, sur la conjoncture économique. Donc on est un peu perdu, on est en phase d'expérimentation. Les banquiers centraux d'ailleurs utilisent beaucoup l'usage de la parole pour rassurer, et au final, ça montre bien qu'ils n'ont pas de solution pour en sortir. Et puis là, en plus, la Chine pourrait se lancer à son tour dans une politique accommodante, avec une baisse des taux et en même temps, en parallèle, un plan de relance keynésien. C'est une hypothèse pour le premier semestre 2016. Quelles en seraient les conséquences sur l'économie mondiale ? La Chine pourrait avoir le rôle au minimum d'amortisseur de ralentissement économique. Donc si elle a, et vraisemblablement elle va s'orienter vers cela, une politique de relance assez ambitieuse, non seulement ça serait logique parce qu'on est dans une phase où on a une guerre des monnaies, donc l'objectif est d'exporter davantage, et la Chine a aussi ce biais qui reste présent, et ça permettrait très certainement au minimum d'avoir un gain de croissance ou limiter une éventuelle récession. Mais c'est une fuite en avant parce que sur le long terme, on ne peut pas avoir une politique plus accommodante systématiquement que ses voisins. Et on le voit bien, les limites d'ailleurs en zone euro ou encore aux États-Unis. Donc je suis assez pessimiste sur l'impact de très long terme du point de vue macroéconomique. Dernier point, Christopher Dembick. Aujourd'hui, on assiste à un découplage de l'économie mondiale. Est-ce que vous pensez que ce découplage entre pays avancés et pays émergents, il peut être durable, au moins en 2016, ou alors est-ce que vous avez le sentiment que les émergents, finalement, vont entraîner les avancés dans leur chute? Alors, je pense qu'effectivement, la théorie du découplage ne perdure pas longtemps. On l'a vu, on en parlait en 2007-2008, on s'attendait à cet aspect-là, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait changer, parce qu'au final, on est dans des économies tellement intégrées que peu importe ce qui se passera en Chine ou aux États-Unis, il y aura des corrélations. Donc aujourd'hui, on voit que le ralentissement touche beaucoup les pays émergents, mais ça aura un impact dans tous les cas sur les pays développés. Donc il n'y a pas de sortie par le haut au final. Et je reste partisan, en tout cas je crois fermement qu'on est vraiment dans une phase de stagnation économique, on peinera à en sortir. Stagnation séculaire? Stagnation séculaire, effectivement, vraiment cet aspect-là. Donc pas forcément une prévision très optimiste pour 2016. Merci Christopher Dembick, merci.